Bonjour, c'est Michel, et bienvenue sur Histoire de vie pour une nouvelle narration originale. Comme toujours, les grandes questions de l'histoire sont à retrouver dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à y faire un tour si cette histoire vous a touché et que vous avez quelque chose à partager. C'est parti. Le réveil de Sophie sonna dans le silence froid de l'aube. Avant même d'ouvrir les yeux, elle savait. Les os lui faisaient mal, une douleur familière et sourde qui accompagnait chaque matin. Elle se leva du lit étroit, son regard tombant sur la photo posée sur la commode, un jeune homme fier en costume de cérémonie, son fils, Marc. Un sourire triste effleura ses lèvres. Pour lui, elle recommencerait encore aujourd'hui. La cuisine était minuscule. Sophie prépara le petit déjeuner avec des gestes lents, économes. Le parquet glacé sous ses pieds nus. La bouilloire siffla. Ses mains, aux jointures gonflées et aux ongles cassés, serrèrent la tasse ébréchée. Elle vivait ici depuis 15 ans, dans ce 2 pièces dont l'odeur de javel et de vieilles peintures ne partait jamais. C'était sa forteresse et sa prison. Par la fenêtre, la ville commençait à s'éclairer, indifférente. Son uniforme de femme de ménage était pendu derrière la porte, bleu marine et usé au coude. Elle le passa, évitant le miroir. Elle n'avait pas toujours porté cet uniforme. Avant, il y avait eu les robes légères d'été, les rires étouffés dans l'arrière-salle d'un café, et les yeux brillants d'un jeune homme qui lui promettait le monde. Mais, avant, était un pays lointain, séparé du présent par un mur de mensonges et de fer. Une condamnation. Ces 2 mots résonnaient dans sa tête comme une sentence perpétuelle. Avec un casier judiciaire, vous pouvez être heureuse d'avoir ce travail, lui avait dit l'agent d'entretien. Sophie avait baissé la tête. Elle était heureuse. Avant de partir, elle rangea soigneusement le bol et la cuillère de Marc. Il était encore chez sa petite amie, Clara. Une jeune femme élégante, issue d'une famille où l'on ne parlait pas de prison, où l'on ne portait pas d'uniforme bleu. Sophie n'en voulait pas à Clara. Elle lui enviait seulement cette légèreté, cette ignorance du poids du monde. Le trajet jusqu'à l'université était un rituel. 2 bus, un changement. Elle se fondait dans la foule matinale, invisible. C'était son don et sa malédiction, être une ombre. Personne ne remarquait la femme aux épaules voûtées, son sac à dos fatigué contre la poitrine. Pourtant, ses mains avaient nettoyé les sols de marbre des couloirs prestigieux, essuyé la poussière sur les diplômes dorés, vidé les corbeilles des bureaux où se décidaient des fortunes. Elle connaissait les secrets de cette citadelle du savoir, la tache de café cachée sous le bureau du doyen, les fleurs fanées que la secrétaire oubliait, l'endroit où le parquet grince dans la bibliothèque. Elle y travaillait depuis que Marquis était entré. Pour être près de lui. Pour payer ses études. Ce matin-là, l'air était différent. Une agitation électrique parcourait les couloirs. Des ouvriers accrochaient des banderoles. Cérémonie de remise des diplômes. Le cœur de Sophie se serra. Demain. Marc allait recevoir son diplôme. Son fils. L'enfant pour lequel elle avait tout supporté. Sa première tâche était le grand hall. Elle sortit sa serpillière, l'eau chaude brûlant ses mains crevassées. Elle frotta, mécaniquement, le mouvement répétitif apaisant l'agitation en elle. C'est alors qu'elle les entendit. Des rires cristallins, des talons qui claquaient sur le marbre. Un groupe d'étudiants traversait le hall, parlant de robes, de coiffeurs, de la réception après la cérémonie. Au centre, Marc. Il portait un blazer élégant et riait, le visage détendu, beau. Une bouffée de fierté douloureuse submergea Sophie. Elle se recroquevilla derrière son seau, espérant qu'il ne la voie pas. Mais son regard la trouva. Le sourire de Marc se figea. Une ombre rapide traversa ses yeux. Il murmura quelque chose à ses amis, qui s'éloignèrent en lui jetant des regards curieux. Puis il s'approcha. « Maman. Tu es là si tôt. » Sa voix était basse, tendue. Sophie leva les yeux, une tache d'eau sur le sol entre eux. « Je finis le hall. Pour que tout soit parfait pour demain. » Marc regarda autour de lui, gêné. Il ajusta la manche de son blazer. « Écoute, à propos de demain. » Il prit une inspiration. « J'y ai repensé. C'est très protocolaire, tu comprends? Beaucoup de monde important. Les parents des autres étudiants, ils sont tous. » Il cherchait ses mots. Sophie le regardait faire, sentant une vieille angoisse monter en elle. Clara sera là, bien sûr,
et ses parents. Ils ont réservé une table au restaurant. Un endroit chic. Il évitait son regard, fixant un point au-dessus de son épaule. Et avec ton travail et tout, tu ne serais pas à l'aise. Tout le monde se connaît, c'est un milieu très fermé. Tu ne voudrais pas me mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Les mots tombèrent comme des pierres. Sophie sentit le froid du sol de marbre remonter le long de ses jambes. Son travail. Son monde. Sa vie entière, résumée en une source de gêne. Je pourrais mettre ma belle robe, murmura-t-elle, s'entendant parler comme une enfant qui supplie. Marc eut un geste agacé. Ce n'est pas qu'une question de robe, maman. C'est l'image. Tout le monde sait que je viens d'un milieu modeste, mais, là, ce sera différent. Les partenaires de l'université, les donateurs. Il se pencha un peu, baissant encore la voix. S'ils apprenaient pour, tu sais, ton passé, ça pourrait me nuire. Pour mon premier poste. Le passé. La condamnation. Le mot qu'il n'utilisait jamais. Il était là, entre eux, plus présent que jamais. Sophie sentit ses yeux picoter. Elle ne pleurerait pas. Pas ici. Je suis ta mère, dit-elle, sa voix à peine un souffle. Marc détourna la tête. Ses doigts se portèrent à son col, ajustant quelque chose d'invisible. Puis, comme une évidence mécanique, il porta la main à son cou, vérifiant le nœud parfait de sa cravate. Un geste précis, élégant, qui appartenait à un autre monde. Il ne la regardait toujours pas, justement, tu es ma mère. Et une mère, ça veut le meilleur pour son fils. Le meilleur, c'est que tu restes à la maison demain. Repose-toi. Tu travailles si dur. Sa voix s'adoucit, mais c'était une douceur en acier. Je te raconterai tout après, je te promets. Il lui adressa enfin un regard rapide, vide de la chaleur qu'elle y cherchait. D'accord? Sophie ne put que hocher la tête, la gorge trop serrée pour parler. Marc sembla soulagé. Il posa une main légère sur son épaule, un contact fugace et froid à travers le tissu de l'uniforme. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Il tourna les talons et s'éloigna d'un pas vif, rejoignant ses amis dont les rires reprirent de plus belle. Sophie resta accroupie près de son seau, la main sur le manche de la serpillière, les doigts crispés. L'eau était devenue tiède et grise. Elle regarda la tache sur le sol. Elle n'était pas finie. Elle se remit à frotter, plus fort, jusqu'à ce que ses articulations crient de douleur. Elle frotta comme si elle pouvait effacer la honte, la douleur, ses 20 années de sacrifice réduites à une gêne sociale. Le reste de sa journée fut un brouillard. Elle nettoya, rangea, vida, invisible. En partant, le soir, elle passa devant l'amphithéâtre principal. La scène était dressée, le pupitre pour les discours en place. Des chaises étaient alignées avec une précision militaire. Demain, son fils serait assis là, sous les projecteurs. Et elle serait chez elle, dans la cuisine silencieuse, à attendre son appel. L'injustice de la situation lui brûla les entrailles. Une colère sourde, qu'elle ne se connaissait plus, commença à gronder en elle. En rentrant, elle croisa M. Lambert, son voisin du 3e. Le vieil homme descendait péniblement les escaliers avec son cabas. « Bonsoir, Sophie. »« Une journée difficile ?» demanda-t-il, ses yeux pâles pleins de bienveillance. « Comme les autres, M. Lambert » répondit-elle avec un faible sourire. « Le jeune Marc, il passe bientôt son grand jour. »« Non, » dit le vieil homme en s'arrêtant, soufflant un peu. « Vous devez être si fier. » La fierté. Oui, elle l'était. Mais elle était mêlée à un poison amer. Très fière, murmura-t-elle. Il vous ressemble, vous savez, continua M. Lambert, inconscient de la tempête en elle. Même détermination dans le regard. Vous avez fait un sacré travail, toute seule. Il hocha la tête, puis reprit sa descente. Ces mots, prononcés dans l'ombre de la cage d'escalier, résonnèrent longtemps en Sophie. Un sacré travail. Toute seule. Elle monta chez elle, le corps lourd de fatigue, mais l'esprit soudain étrangement clair. Elle entra dans l'appartement sombre et alla droit à la commode. Elle ouvrit le tiroir du bas, celui qui coinçait toujours. Sous les piles de linge, elle trouva la boîte en fer rouillé. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor. Seulement une vieille photo décolorée, une lettre jamais envoyée et une liasse de billets usés.
Ses économies. Tout ce qu'elle avait mis de côté, centime par centime, en rêvant de jours meilleurs. Elle prit l'argent dans ses mains. Il était tiède, comme vivant. Elle regarda la photo sur la commode, le visage souriant de son fils. Puis elle leva les yeux vers son propre reflet dans la vitrine noire de la fenêtre. Une femme épuisée, vêtue de bleu, le dos courbé par des années de labeur invisible. Non. Ce ne serait pas comme ça. Pas cette fois. Elle serra les billets plus fort. Une décision froide et dure avait pris forme en elle, cristallisant la douleur en quelque chose d'autre. De la détermination. Demain, elle irait à cette cérémonie. Le lendemain, Sophie se réveilla avant l'aube, le cœur battant à coups précipités contre ses côtes. La décision de la nuit, prise dans la colère et la solitude, pesait maintenant comme une pierre dans son estomac. Mais elle ne reculerait pas. Elle se leva, le corps raide, et ouvrit grand la fenêtre. L'air frais du matin entra, chassant l'odeur de renfermé. C'était le jour de Marc. Et ce serait aussi le sien. Elle vida la boîte en fer sur la table de la cuisine. Les billets s'étalèrent, un modeste trésor de sacrifice. De quoi payer un loyer, des courses. De quoi se sauver, peut-être. Elle les compta une fois, puis 2 fois. Puis elle les rangea soigneusement dans son sac à main le moins usé. Aujourd'hui, cet argent aurait un autre destin. Elle ne prit pas son uniforme. À la place, elle enfila une robe simple et un manteau passé. Dans le bus bondé qui la menait vers le centre-ville, elle se sentait étrangère à elle-même. Son regard cherchait son reflet dans la vitre, y trouvant les mêmes traits tirés, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Une braise couvait sous les cendres de sa résignation. Son premier arrêt fut un salon de coiffure discret, dont la vitrine affichait des prix qui lui firent serrer les dents. La sonnette tinta à son entrée. L'air sentait le produit capillaire chaud et le parfum sucré. Une jeune femme au sourire professionnel l'accueillit. « Vous avez rendez-vous » Sophie secoua la tête, les mains moites sur son sac. « Non. J'aurais besoin qu'on s'occupe de moi. Pour une cérémonie. » Le regard de l'esthéticienne glissa sur ses cheveux ternes, ramassés en un chignon sévère, sur ses mains abîmées. Mais son sourire ne faiblit pas, bien sûr. « Asseyez-vous. Nous allons vous chouchouter. » Les heures qui suivirent furent un rêve étrange. Des mains expertes lavèrent, coupèrent, coiffèrent ses cheveux. On lui appliqua des crèmes sur le visage, on lui fit un massage des mains pendant qu'une autre femme s'occupait de ses ongles. Sophie ferma les yeux, se laissant faire, combattant le sentiment d'imposture qui la guettait à chaque instant. « Ce n'est pas pour toi, se répétait-elle. C'est pour lui. Pour qu'il n'ait plus honte. » Mais une petite voix insistante lui murmurait « Et pour toi ?» Après le salon, elle se dirigea vers une rue commerçante plus animée. Ses pas l'amenèrent devant la vitrine d'une boutique de prêt-à-porter élégant. Un mannequin portait une robe longue couleur émeraude, simple mais coupée dans un tissu qui semblait absorber la lumière. Sophie s'arrêta net, le souffle coupé. C'était la robe. Celle qu'elle aurait pu porter dans une autre vie. Elle regarda l'étiquette discrètement accrochée à la manche. Le prix la fit pâlir. C'était presque la moitié de ses économies. Elle resta longtemps devant la vitrine, les passants la bousculant sans la voir. Elle revoyait le geste de Marc vérifiant son nœud de cravate, entendait sa voix « Tu ne serais pas à l'aise ». Une vague de chaleur lui monta au visage, mêlée de colère et de douleur. Ses doigts se refermèrent sur la poignée de son sac. Elle entra dans la boutique. Une vendeuse au tailleur impeccable s'approcha, son regard expert l'évaluant en une seconde. Sophie sentit son vieux manteau, ses chaussures usées, et voulut faire demi-tour. Mais elle se raidit. « Je voudrais essayer la robe en vitrine. » La verte. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. La vendeuse hocha la tête, sans sourire. « Taille ?» Quand Sophie enfila la robe dans la cabine d'essayage, elle osa à peine regarder dans le miroir. Le tissu était doux et froid comme de l'eau contre sa peau. Elle ferma la fermeture éclair, lentement. Puis elle leva les yeux. La femme qui la regardait n'était pas une ombre. Ses cheveux, coupés et mis en valeur, encadraient un visage aux traits fatigués mais aux yeux soudain brillants. La robe tombait juste, épousant ses formes sans les serrer, la couleur mettant en valeur la pâleur de sa peau. Elle se tenait droite, sans y penser. Pour la première fois depuis des années, elle ne se voyait pas en uniforme bleu. Elle se voyait en femme.
Elle vous va à merveille, commenta la vendeuse depuis l'entrée de la cabine, et cette fois, son étonnement semblait sincère. Sophie acheta la robe. Elle paya aussi une paire de escarpins simples et un petit sac à main. En sortant de la boutique, son portefeuille était léger, mais son pas avait changé. Elle marchait différemment, comme si le tissu de la robe lui rappelait comment tenir son dos. La cérémonie était à 16 heures. Elle avait encore du temps. Elle entra dans un petit café et commanda un thé, s'asseyant près de la fenêtre. Ses doigts tremblaient légèrement en tenant la tasse. Elle observa les gens aller et venir, ces vies normales qui semblaient si loin de la sienne. Sa pensée revint à Marc. Que ferait-il en la voyant? De la colère? De la honte? Ou peut-être un peu de fierté? Puis, sans qu'elle sache pourquoi, son esprit dériva vers le passé. Vers le café où elle avait travaillé bien des années auparavant. L'odeur du café frais moulu et de la pâtisserie chaude. Les rires. Et lui. Lucas. Il venait tous les jours, commandait un espresso, s'asseyait dans un coin avec des dossiers. Il était beau, bien sûr, avec ses costumes qui coûtaient plus cher que son salaire mensuel. Mais ce qui l'avait attiré, c'était son regard. Il la regardait, elle, Sophie la serveuse, comme si elle était intéressante. Comme si elle existait. Un jour, il lui avait demandé son prénom. Un autre jour, il lui avait offert un livre, voyant qu'elle lisait pendant sa pause. Puis étaient venues les conversations, timides au début, puis de plus en plus longues. Elle avait découvert un homme différent de l'héritier arrogant qu'elle imaginait. Un homme rêveur, un peu perdu sous le poids des attentes familiales. Et lui avait découvert en elle une intelligence vive, une sensibilité aiguisée par une vie difficile, une soif d'apprendre. Le rendez-vous secret était devenu le soleil de sa vie. Elle se rappelait ses mains sur son visage, ses promesses murmurées contre sa tante, « Je vais tout arranger. On va partir loin. » Elle y avait cru. Elle avait cru à cet amour qui transcendait les classes, les mondes. Puis, le froid était arrivé. D'abord, un homme élégant et froid s'était présenté au café un après-midi. Le père de Lucas. Il ne l'avait pas regardé, avait à peine daigné lui parler. Il avait parlé d'elle à son patron, Monsieur Renard, comme d'un problème à régler. Des mots étaient tombés, glaçants, mésalliance, conséquences, intérêt de la famille. Sophie avait entendu, cachée derrière la porte de l'office, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Ensuite, ce fut le silence de Lucas. Il avait cessé de venir. Plus d'appels. Plus de lettres. Elle s'était sentie abandonnée, trahie. Puis, le coup de grâce, un soir, Monsieur Renard l'avait convoqué dans son bureau. Il était blême, évitant son regard. Il avait pointé du doigt la caisse, ouverte et vide. L'argent de la journée a disparu, Sophie. Toi seule as les clés. Les caméras, elles ont malheureusement été désactivées ce soir. Le procès avait été une mascarade. Un avocat commis d'office, des témoignages flous, la condamnation, exemplaire, d'une employée peu recommandable ayant déjà attiré l'attention par sa relation avec un client riche. On avait fait allusion à du chantage, à de la jalousie. La famille de Lucas, puissante, n'était jamais mentionnée. La sentence était tombée, lourde. La prison avait refermé ses portes sur elle, et sur l'enfant qu'elle portait déjà et qu'elle ne savait pas encore. Sophie tressaillit, ramenée au présent par le bruit d'une tasse qui s'entrechoquait. Ses joues étaient mouillées. Elle essuya rapidement ses larmes, honteuse. Ses souvenirs étaient un poison. Elle les avait enterrés si profondément. Pourquoi remontait-il aujourd'hui? Peut-être parce qu'en se préparant pour la cérémonie, elle avait effleuré la femme qu'elle était avant la chute. Elle regarda l'heure. Il était temps d'y aller. Le grand hall de l'université était méconnaissable. Des guirlandes de fleurs ornaient les colonnes, une moquette rouge avait été déroulée sur le sol de marbre qu'elle avait lavé la veille. Une foule élégante bruissait, parfums chics et murmures distingués se mêlant dans l'air. Des hommes en smoking, des femmes en robe du soir. Sophie se sentit d'abord submergée, prête à fuir. Elle se cramponna à son sac. Elle avança, sa nouvelle robe légère autour de ses jambes. Quelques regards glissèrent sur elle, s'attardèrent, surpris. Elle n'y était pas habituée. Elle se dirigea vers l'amphithéâtre, le cœur battant la chamade. À l'entrée, un huissier vérifiait les invitations. Elle n'en avait pas. Elle s'approcha, le visage brûlant.
Je suis la mère d'un diplômé. Marc Durand. Elle utilisa le nom de son fils, celui qu'elle lui avait donné, son propre nom à elle. L'huissier consulta une liste, hocha la tête. Par ici, madame. Les places des familles sont sur les côtés. Elle entra. L'amphithéâtre était immense, plein à craquer. La scène, brillamment éclairée, était meublée de fauteuils en velours et d'un imposant pupitre universitaire. Les diplômés en toge et mortier étaient assis au premier rang. Elle chercha Marc des yeux, le trouva rapidement. Il était près de l'allée, parlant à Clara, qui rayonnait dans une robe champagne. Il riait, détendu, beau. La fierté la transperça de nouveau, aiguë et douloureuse. Elle trouva une place au fond, à l'ombre d'une colonne. De là, elle pouvait voir sans être trop vue. Elle s'assit, les mains serrées sur ses genoux. La cérémonie commença. Des discours, des applaudissements, des noms appelés un à un. Chaque fois qu'un étudiant montait sur scène, les parents prenaient des photos, essuyaient une larme furtive. Sophie regardait, absorbée par ce rituel de bonheur normal. Quand ce fut le tour de Marc, son cœur faillit s'arrêter. Il monta les marches d'un pas assuré, serra la main du doyen, reçut son rouleau. Un tonnerre d'applaudissements éclata autour d'elle. Elle applaudit aussi, frénétiquement, les yeux endués. « Mon fils. Mon brillant fils. » C'est alors que son regard, errant sur la scène derrière les diplômés, se posa sur les invités d'honneur assis dans des fauteuils de prestige. Des notables, des professeurs émérites, des sponsors. Son œil parcourut ces visages satisfaits, et soudain, s'arrêta. Un homme était assis légèrement à l'écart. Grand, la posture droite, vêtu d'un costume sombre d'une coupe impeccable. Il ne souriait pas, n'applaudissait pas comme les autres. Il observait la scène d'un air distant, presque critique, les doigts joints sous le menton. Ses traits étaient ciselés, sévères, marqués par le temps mais d'une distinction indéniable. Il y avait quelque chose dans la ligne de sa mâchoire, dans la façon dont il tenait la tête, qui éveilla en Sophie un écho lointain, un souvenir enfoui si profond qu'il était presque une sensation physique plutôt qu'une image. Elle cligna des yeux, secoua légèrement la tête. Ce n'était pas possible. C'était un effet de la lumière, de son émotion. Elle détourna les yeux, se força à regarder à nouveau Marc qui descendait de scène, le visage illuminé. Mais son attention était happée. Malgré elle, son regard revint vers l'homme au premier rang. Il avait tourné la tête, parlant maintenant à son voisin. Un profil net, un nez droit. Un frisson inexplicable parcourut l'échine de Sophie. Ce n'était rien. Juste un invité, un homme important parmi d'autres. Pourtant, cette impression d'étrange familiarité persistait, comme un mot sur le bout de la langue, insaisissable. Elle se mordit la lèvre, chassant cette pensée absurde. Elle était là pour Marc. Rien d'autre. Elle se concentra sur la cérémonie qui touchait à sa fin. Les diplômes étaient tous distribués, le dernier discours prononcé. Les applaudissements finaux retentirent, et la foule commença à se lever dans un brouhaha joyeux. C'était le moment. Les familles se précipitaient vers les diplômés pour les féliciter, les embrasser. Sophie se leva à son tour, les jambes tremblantes. Elle se fraya un chemin dans la foule, se dirigeant vers l'endroit où elle avait vu Marc. Elle le vit enfin, entouré de Clara et de ses amis. Il tenait son diplôme, souriant largement. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, prenant une grande inspiration. Puis elle appela, doucement d'abord, puis plus fort, Marc. Il tourna la tête. Son sourire s'éteignit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, parcourant sa silhouette, de ses cheveux coiffés à ses escarpins neufs. La surprise se mua en incompréhension, puis en une colère froide et immédiate. Il se détacha de son groupe et marcha vers elle d'un pas vif. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-il, sa voix basse et tranchante. « Je t'avais dit de ne pas venir. » Les mots de Marc frappèrent Sophie comme une gifle. Elle recula d'un pas, le souffle coupé. Autour d'eux, le brouhaha joyeux continuait, isolant leurs bulles de tension glacée. « Je voulais te féliciter » parvint-elle à murmurer, les mains serrées sur son sac. « Féliciter » répéta Marc, et un rire bref, sans joie, lui échappa. Il baissa encore la voix, se penchant vers elle. « Regarde-toi. Tu crois qu'une robe change quoi que ce soit? Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde sait ce que tu es. » Chaque mot était un couteau.
Sophie sentit la chaleur lui monter au visage, mêlée d'une humiliation cuisante. Elle avait cru que la robe, la coiffure, suffiraient. Elle avait été naïve. « Je suis ta mère », répéta-t-elle, faiblement, le même argument désespéré que la veille. Justement, s'exclama-t-il, perdant un peu de son contrôle. Quelques têtes se tournèrent vers eux. Marc baissa à nouveau la voix, mais son regard était plein de fureur. Une mère, ça protège son fils. Ça ne lui met pas des bâtons dans les roues. Les parents de Clara sont là. Son père me parle d'un poste dans sa boîte. Tu comprends ce que ça signifie? Et toi, tu débarques avec ton passé qui traîne. Il fit un geste vague, englobant toute sa personne, comme si son existence même était une tâche. Tu dois partir. Tout de suite. Avant que quelqu'un ne pose des questions. Clara s'approcha alors, son joli visage empreint d'inquiétude. Marc? Tout va bien? Son regard se posa sur Sophie, et une lueur de reconnaissance y brilla. Oh, bonjour madame. Vous êtes venue. Quelle belle robe. La gentillesse spontanée de la jeune femme fut presque pire que la colère de Marc. Sophie essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Marc mit un bras protecteur autour des épaules de Clara. Tout va bien, chérie. Maman vient juste de passer dire bonjour. Elle doit repartir. Le mensonge était posé, net et cruel. Clara parut perplexe, mais elle sourit poliment. Mais non, restez donc. Nous allons tous prendre un verre au buffet. Marc, invite ta mère. Elle est fatiguée, insista Marc, son regard fixant Sophie, lui ordonnant de partir. Le travail, tu sais. Elle se lève tôt. Sophie le regarda, ce fils qu'elle avait porté, nourri, pour lequel elle avait usé ses mains et son dos. Elle vit la honte dans ses yeux, une honte si profonde qu'elle en effaçait tout amour. Une douleur si aiguë la traversa qu'elle crut défaillir. Elle avait perdu. Une fois de plus, le monde lui rappelait sa place. Oui, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je suis fatiguée. Je vais rentrer. Félicitations, mon fils. Elle se détourna, les larmes brouillant sa vision. Elle avança d'un pas chancelant, se frayant un chemin à travers les groupes riants, les éclats de voix joyeux qui résonnaient comme des moqueries. Elle voulait disparaître, s'évaporer dans l'air parfumé. C'est alors qu'une voix forte et claire retentit au micro. « Mesdames, messieurs, chers diplômés, avant de nous séparer, j'aimerais inviter les familles à partager un moment. Chacun peut dire un mot à son diplômé. Qui veut commencer ?» Un murmure parcourut la foule. Un père se porta volontaire, lança une blague maladroite, des rires fusèrent. Puis une mère, émue, lut un petit poème. Sophie, près de la sortie, s'était arrêtée. Elle regardait la scène, le cœur en miettes. C'était cela, la normalité. Des familles qui s'aimaient, qui se soutenaient publiquement. Soudain, sans savoir pourquoi, sans réfléchir, elle sentit ses jambes la porter en avant. Non pas vers la sortie, mais vers l'allée centrale. Elle ne pensait plus. Elle agissait, poussée par un instinct plus fort que la honte, plus fort que la peur. Elle leva la main. La personne au micro la vit. Ah! Une autre main se lève. Venez, madame, venez. Des centaines de regards se tournèrent vers elle. Elle sentit le poids de ses yeux, curieux, indifférents, surpris. Marc, au loin, la fixait, horrifié, pétrifié. Elle avança jusqu'au micro, ses escarpins claquant sur le parquet. Son cœur battait à tout rompre, un tambour fou dans sa poitrine. Elle prit le micro. Ses mains tremblaient. Elle chercha Marc des yeux, le trouva. Il avait le visage fermé, un masque de pierre. Elle inspira profondément. Et elle parla. Sa voix, d'abord hésitante, porta dans le silence soudain. Je ne suis pas doué pour les discours. Je n'ai pas fait de grandes études. Un léger rire nerveux parcourut l'assistance. Elle serra le micro. Mais je connais la valeur du travail. Je connais le prix des nuits sans sommeil, des mains qui font mal, du dos qui se courbe. Elle fit une pause, les mots lui venant maintenant, simples et directs. Aujourd'hui, je ne veux pas féliciter seulement mon fils. Je veux féliciter tous les jeunes gens ici présents. Chacun de vous a travaillé dur. Chacun de vous a surmonté des doutes, des nuits de révision,
peut-être des difficultés que les autres ne voient pas. Vous y êtes arrivé. Son regard parcourut les visages des diplômés, jeunes, pleins d'espoir. Vous avez entre vos mains votre avenir. Prenez en soin. Soyez fiers. Et n'oubliez jamais. Sa voix s'étrangla un instant. N'oubliez jamais ceux qui, dans l'ombre, ont usé leur force pour que vous puissiez être là, sous la lumière. Parce que parfois la plus grande fierté, c'est de voir celui pour qui on a tout donné, réussir. Elle s'arrêta. Il n'y eut d'abord qu'un silence. Puis, de quelques endroits, des applaudissements timides éclatèrent, bientôt relayés par d'autres. Ce n'était pas un tonnerre, mais c'était sincère. Des parents hochaient la tête, émus. Quelques diplômés souriaient. Sophie rendit le micro, le corps tremblant d'adrénaline. Elle avait parlé. Elle avait existé, devant tous. Elle se dirigea vers la sortie, cette fois pour de bon, le visage brûlant mais la tête haute. Elle ne vit pas le regard de l'homme au premier rang, celui au costume impeccable et à l'attitude distante. Pendant qu'elle parlait, il s'était penché en avant, les coudes sur les genoux. Son expression détachée avait fait place à une intense concentration. Ses yeux, d'un gris acier, ne quittaient pas son visage. Un frémissement avait parcouru ses lèvres serrées. Quand elle avait prononcé les mots, ceux qui, dans l'ombre, ont usé leur force, ses doigts s'étaient crispés sur les accoudoirs du fauteuil, les jointures blanchissant. Puis, quand elle s'était éloignée, il s'était lentement redressé, son regard la suivant à travers la foule avec une fixité qui contrastait violemment avec son indifférence feinte de tout à l'heure. Sophie atteignit le hall, aspirant l'air plus frais avec gratitude. Elle voulait seulement rentrer chez elle, se blottir dans l'obscurité et laisser les larmes couler enfin. Elle marchait vite, la robe lui semblant soudain ridicule, un déguisement trop cher pour un rôle qu'elle ne saurait jamais jouer. « Madame ?» La voix derrière elle était masculine, ferme, avec une autorité naturelle. Elle se retourna. Un homme s'approchait d'elle. Grand, costume sombre, allure imposante. C'était lui. L'homme du premier rang. Celui qui observait. De près, il paraissait plus âgé que de loin, des stries d'argent aux tempes, des sillons profonds autour de la bouche. Mais ses yeux gris qui la fixaient avec une intensité presque insoutenable. Ils lui firent un effet physique, un choc dans la poitrine. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Il la dévisageait, sans un mot, comme s'il cherchait à vérifier quelque chose. Son regard allait de ses yeux à ses cheveux, à la ligne de sa mâchoire, avec une incrédulité grandissante. « Excusez-moi de vous déranger, dit-il enfin, sa voix un peu rauque. Votre discours, il était très touchant. » Sophie hocha la tête, incapable de parler sous ce regard scrutateur. Elle voulait partir, mais ses pieds étaient cloués au sol. « Vous êtes la mère d'un des diplômés ?» demanda-t-il, et il y avait dans sa question une attente étrange. « Oui. » Marc Durand. Le nom sembla le frapper. Il cligna des yeux, une contraction rapide parcourant son visage. « Durand ?» répéta-t-il doucement. Puis son regard se fit encore plus perçant. « Et vous vous appelez Sophie, n'est-ce pas ? Sophie Lefebvre ?» Le monde s'arrêta. Le bruit du hall s'éteignit. Plus de murmures, plus de rires. Seul le battement fou de son cœur et ce nom, son nom de jeune fille, prononcé par cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 20 ans, mais que son corps, quelque part au plus profond, reconnut instantanément. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Elle le fixa, et soudain, sous les stries du temps, sous la sévérité des traits, elle vit émerger le visage du jeune homme du café. Les yeux brillants, le sourire timide. « Lucas. » « Lucas ?» Le mot s'échappa dans un souffle, à peine audible. Un éclair de douleur, de joie, d'une émotion trop complexe pour être nommée, traversa le visage de l'homme. Il porta une main à son front, comme étourdi. « Mon Dieu » murmura-t-il. « C'est bien toi. » Sophie. Ils restèrent ainsi, face à face, au milieu de la foule qui circulait sans les voir, deux îlots de choc absolu dans un océan de normalité. 20 années de mensonges, de souffrances, de vie parallèle, venaient de se télescoper en un seul point, dans le hall d'une université. Le passé, enterré et pourri, venait de briser la surface. Le silence entre eux était épais, vibrant du choc qui les avait frappés tous les deux. Lucas Ocar c'était bien lui, malgré les ans,
malgré l'autorité glacée qui émanait de lui maintenant semblait lutter pour retrouver son souffle. Ses yeux gris, toujours fixés sur elle, étaient devenus un tourbillon de questions muettes. « Je ne peux pas croire que c'est toi », finit-il par dire, sa voix altérée. « Ici, aujourd'hui. » Sophie ne trouvait toujours pas ses mots. Elle voyait le jeune homme qu'elle avait aimé sous les traits de l'homme d'affaires puissant, et la dissonance lui donnait le vertige. Elle serra son sac contre elle, un geste de protection instinctif. « Tu es le sponsor » demanda-t-elle, saisissant la première évidence. Lucas fit un signe de tête bref, comme si cela n'avait aucune importance. « L'université, oui. » Il fit un pas de plus, réduisant la distance. Les gens les contournaient, jetant des regards curieux à cet homme important qui parlait à une femme inconnue. « Il faut que nous parlions. »« Pas ici. »« Viens. » Ce « viens », si naturel, si impératif, la fit tressaillir. C'était la voix de l'homme qui décidait, pas celle de l'amant ému. Elle hésita. Tout en elle criait de fuir, de retourner dans l'anonymat de sa vie où la douleur était au moins familière. Mais ses pieds refusaient de bouger. Elle avait besoin de savoir. Après toutes ces années de « pourquoi ?» sans réponse. « D'accord », murmura-t-elle. Il lui indiqua d'un geste une porte latérale, plus discrète, menant probablement à des bureaux administratifs. Il l'ouvrit et la laissa passer. Ils se retrouvèrent dans un couloir désert, aux murs lambrissés de chêne, loin du bruit de la réception. L'air y était plus calme, plus froid. Lucas la conduisit jusqu'à une petite salle de réunion vide, avec une table ovale et des chaises en cuir. Il referma la porte derrière eux. Le clic de la serrure les isola du monde. Ils restèrent debout, face à face dans la pièce silencieuse. La lumière tamisée d'un abat-jour éclairait le visage de Lucas, creusant ses rides. Il la scrutait toujours, avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Sophie Lefebvre », répéta-t-il, comme pour se convaincre. « Tout ce temps. J'ai cru que tu étais partie. Que tu avais pris l'argent et disparu. » Les mots tombèrent dans le silence. « L'argent » répéta Sophie, perdue. « Quel argent ?» Lucas plissa les yeux. « L'argent que mon père t'a donné. Pour partir. Pour nous laisser tranquilles. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a montré une note de ta main ou une fausse, je le comprends maintenant en disant que tu en avais assez, que tu voulais une vie différente, loin de moi et de mes complications. » Un rire amer et rauque lui échappa. Il a dit que tu avais pris l'argent et que tu étais parti à l'étranger. Il a même organisé des recherches factices, pour que je croie à son inquiétude. Pendant des mois, j'ai essayé de te retrouver. Puis, j'ai fini par croire qu'il avait raison. Que je n'étais pour toi qu'une aventure. Chaque phrase était un coup de poignard. Sophie secoua la tête, lentement, les membres engourdis par le choc. Ton père, il est venu me voir. Au café. Il a dit que je te détruirais. Qu'une fille comme moi ne pouvait rien t'apporter que du scandale. Il m'a menacé. Moi et mon patron, Monsieur Renard. Le nom fit tiquer Lucas. Renard. Ensuite, il y a eu l'accusation de vol, continua Sophie, les mots lui venant difficilement, comme s'il devait percer une chape de glace. À la caisse. On a dit que c'était moi. Mon patron a témoigné contre moi. Le procès a été vite. Très vite. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, une lueur de l'ancienne douleur brilla dans son regard. Je suis allé en prison, Lucas. Pas à l'étranger. En prison. Le visage de Lucas se décomposa. Toute couleur le quitta. Il recula d'un pas, comme frappé en pleine poitrine. Prison. Le mot était un souffle horrifié. Non. Ce n'est pas possible. Il a juré qu'il ne te ferait pas de mal. Juste qu'il te ferait partir. Il m'a fait bien plus que partir, dit Sophie, sa voix devenue étrangement calme, comme si elle constatait un fait. 2 ans. Pour un vol que je n'ai pas commis. Lucas porta une main à son front, les doigts tremblants. Il tourna le dos, marchant de long en large dans la petite pièce, sa silhouette imposante soudain fragile. Mon Dieu, Sophie. Je ne savais pas. Je te le jure, je ne savais rien. Il se retourna brusquement, son visage torturé. Après ton départ, mon père m'a envoyé à l'étranger gérer une filiale.
Il a coupé tous mes contacts ici. Quand je suis revenu, il m'a dit que toutes les enquêtes n'avaient rien donné. Que tu avais disparu. J'ai essayé d'oublier. J'ai épousé la femme qu'il avait choisie. J'ai pris la tête de l'entreprise. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Il s'arrêta, le regard vide, fixant le mur. Tout était un mensonge. Tout. Sophie écoutait, le cœur battant à coups sourds et lourds. La colère, longtemps enfouie sous la résignation, commençait à gronder. Ton père est mon patron. Ils se sont arrangés. Ils m'ont jeté comme un déchet. Pour protéger la réputation de ta famille. Lucas ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient durs, glacés d'une détermination nouvelle. Où est-il maintenant? Mon père? Je ne sais pas, murmura Sophie. Je ne l'ai jamais revu après ce jour au café. Il hocha la tête, absorbant l'information. Puis son regard revint sur elle, s'adoucissant légèrement, plein d'une douleur incrédule. Et toi, après la prison? Elle haussa les épaules, un geste las. Reconstruire. Travailler. Élever mon fils. Les mots sortaient, simples et terribles. Ton fils, répéta Lucas, et une nouvelle vague de perplexité submergea son visage. Tu as dit. Marc Durand? Un froid soudain saisit Sophie. Elle n'y avait pas pensé. Pas encore. La révélation avait été trop foudroyante. Mais maintenant, les pièces s'assemblaient dans un vertige abyssal. Elle le regarda, ses yeux grands ouverts, cherchant dans ses traits ce qu'elle connaissait si bien chez son fils. La ligne de la mâchoire. La forme du front. Cette façon de se tenir droit. Il a 20 ans, dit-elle doucement, comme pour elle-même. Le silence qui suivit fut lourd de toutes les implications non dites. Lucas la fixait, les lèvres entr'ouvertes, le calcul rapide se faisant derrière ses yeux gris. 20 ans. Leur séparation. La prison. Sophie. Commença-t-il, sa voix rauque d'émotion. Est-ce que Marquet? Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La réponse était écrite sur son visage à elle, dans la terreur et l'espoir mêlés qui l'habitaient soudain. À cet instant, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brutalement. Marc se tenait sur le seuil, le visage blême, les yeux écarquillés. Il les avait cherchés, suivant sa mère après le choc de son apparition et de son discours. Il avait vu l'homme important l'entraîner ici. Et maintenant, il les voyait, face à face, dans cette intimité chargée d'une tension palpable. « Maman, dit-il, sa voix étranglée. Son regard alla de Sophie à Lucas, revenant à Sophie. « Qu'est-ce que vous faites ici? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe ?» Il était furieux, confus, inquiet. L'élégance du diplômé avait disparu, laissant place à un jeune homme vulnérable et perdu. Lucas et Sophie se tournèrent vers lui d'un même mouvement. Lucas le dévisagea, cette fois avec une attention totalement différente. Il scrutait chaque détail de son visage, chaque trait, comme s'il lisait une page de sa propre vie. Son expression était indéchiffrable, un mélange de choc, de reconnaissance et d'une émotion si forte qu'elle semblait le paralyser. Sophie, elle, sentit le sol se dérober sous elle. Le moment qu'elle avait redouté et espéré pendant 20 ans était là. La vérité était dans la pièce, tangible, prête à éclater. Elle regarda son fils, ce jeune homme qu'elle avait élevé seul, qui avait honte d'elle, et elle regarda Lucas, l'homme qu'elle avait aimé et qu'on lui avait arraché. Les deux moitiés de sa vie brisée étaient devant elle, sur le point de se rencontrer. Marc. Commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Lucas reprit la parole. Sa voix, à présent, était calme, d'un calme effrayant, chargée de toute l'autorité de l'homme qu'il était devenu, mais aussi d'une douceur nouvelle, tremblante. Marc, dit-il, prononçant le nom avec une lenteur particulière. Je m'appelle Lucas Morel. Marc fronça les sourcils, agacé. Le sponsor. Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez à ma mère? Pourquoi vous la retenez ici? Lucas ne répondit pas directement. Il fit un pas vers Marc, s'arrêtant à une distance respectueuse. Son regard ne quittait pas le visage du jeune homme. Ta mère? Sophie et moi, nous nous sommes connus il y a très longtemps. Avant ta naissance. Marc blêmit encore davantage. Ses poings se serrèrent à ses côtés. Et alors?
Qu'est-ce que ça peut me faire? Maman, on s'en va. Tout de suite. Mais Sophie ne bougea pas. Elle fixait Lucas, puis son fils. Elle voyait la même tension dans leurs épaules, la même ligne droite du nez. C'était comme regarder un écho à travers le temps. Marc, dit-elle enfin, trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. La peur apparut dans les yeux de Marc. Une peur primitive, comme s'il pressentait que le sol de sa vie était sur le point de se fissurer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lucas respira profondément, prenant la décision avant elle. Il regarda Marc droit dans les yeux, et sa voix, lorsqu'elle sortit, était claire, nette, portant le poids de 2 décennies de mensonges. Marc, je suis presque sûr d'être ton père. Les mots résonnèrent dans la pièce close. Marc resta immobile, figé, comme s'il n'avait pas compris. Puis, lentement, l'incrédulité inonda son visage, suivie d'une confusion totale. Il regarda Sophie, cherchant un démenti, une explication. Sophie ne détourna pas les yeux. Elle soutint son regard, et une larme silencieuse coula sur sa joue. C'était sa réponse. Le visage de Marc se décomposa. Tout son monde, ses certitudes, ses préjugés, sa honte, sa fierté nouvellement acquise volaient en éclats sous le choc de cette révélation. Il recula d'un pas, heurtant le chambranle de la porte. « Non, » murmura-t-il. « C'est impossible. Tu me racontes n'importe quoi. Parce que tu es en colère contre moi. Parce que j'ai voulu que tu partes. C'est la vérité, Marc, dit Sophie, d'une voix ferme malgré ses larmes. Lucas et moi, on devait se marier. Son père nous en a empêchés. Il a tout fait pour nous séparer. Et il m'a fait mettre en prison pour me faire taire. En prison? Le cri de Marc était à la fois une question et un rejet. Tu as été en prison. Et tu ne m'as jamais dit? Tout est merveilleux, tu ne m'as jamais dit? L'accusation dans sa voix était déchirante. Il se tourna vers Lucas, son regard devenant hostile. Et vous? Vous étiez où pendant tout ce temps? Pourquoi vous revenez maintenant? Pour jouer les pères nobles après 20 ans? La question, pleine de douleur et de colère adolescente, frappa Lucas de plein fouet. Il baissa la tête un instant, assumant le coup. Je ne savais pas, Marc. Je te le jure sur tout. Mon père m'a menti. Il m'a dit que ta mère était partie avec de l'argent. Je ne savais rien de toi. Rien de la prison. Si j'avais su... Sa voix se brisa. Je serais venu. Je vous aurais trouvé. Marc secouait la tête, refusant d'entendre. Il était pris en étau entre la révélation monstrueuse et la réalité des 2 adultes devant lui. Sa mère, qu'il méprisait pour sa modestie, était une victime. L'homme riche et respecté qu'il admirait de loin était son père, et un lâche qui les avait abandonnés. Son propre mépris lui revenait en pleine face, empoisonné. Je ne peux pas. Balbutia-t-il. Il tourna les talons, comme pour fuir. Marc, attends, s'écria Sophie, faisant un pas vers lui. Mais c'est Lucas qui bougea plus vite. D'un mouvement souple, il se plaça devant la porte, barrant le passage sans le toucher. Son regard n'était plus celui du businessman, mais celui d'un homme au bord du précipice. « S'il te plaît, dit-il à Marc, et dans ce « s'il te plaît », il y avait toute la détresse d'une vie gâchée. Ne pars pas comme ça. Laisse-nous t'expliquer. Tu as le droit de savoir. Tu as le droit d'être en colère. Contre moi. Contre le monde. Mais pas contre ta mère. Jamais contre elle. Elle a tout enduré pour toi. Tout. Marc le fixa, respirant fort, les poings toujours serrés. La tempête faisait rage en lui. Mais il ne bougea pas. Il resta là, prisonnier de la vérité et de ces 2 regards qui pesaient sur lui, chargés d'un passé qui venait de rattraper le présent de plein fouet. La bulle de mensonge avait éclaté, et les éclats lacéraient tout sur leur passage. La suite ne pouvait plus être évitée. Elle devait être vécue. Les mots de Lucas restèrent suspendus dans l'air de la petite salle, lourds et inévitables. Marc avait le visage d'un homme qui vient de recevoir un coup de massue. Il regardait Lucas, puis sa mère, et de nouveau Lucas, comme s'il essayait de faire correspondre les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais voulu s'assembler. « Mon père » répéta-t-il, d'une voix plate, étrangère.
Le mot sonnait faux, comme un accessoire emprunté. Puis son regard se durcit, se fixant sur Lucas. Tout ce temps 20 ans, vous n'avez rien su? Rien soupçonné. Lucas ne se déroba pas. Il soutint le regard chargé de reproches. Ton grand-père, mon père, était un homme persuasif et sans scrupules. Il a construit un mensonge si solide que je l'ai cru. Il m'a montré de fausses preuves, il a orchestré de faux scénarios. Il m'a éloigné. Et quand je suis revenu, ta mère avait disparu. Il a dit qu'elle avait choisi l'argent et une nouvelle vie. Je voulais y croire, parce que l'alternative qu'elle ait été blessée était trop douloureuse. J'ai préféré croire à la lâcheté qu'à la tragédie. Il avoua cela avec une honte brutale, chaque mot un aveu d'échec. Et la prison, insista Marc, tournant vers sa mère un regard accusateur. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Jamais. Sophie sentit la vieille honte la transpercer, mais cette fois, elle y fit face. Elle se redressa, essuyant ses larmes du revers de la main. Parce que j'avais peur. Peur que tu me regardes exactement comme tu le fais maintenant. Peur que ce casier judiciaire, cette tâche, ne te colle à la peau aussi. J'ai voulu te protéger de ça. Te donner une chance propre. Sa voix tremblait, mais elle ne baissait pas les yeux. Et j'avais honte. Honte d'avoir été si naïve, d'avoir cru que l'amour suffisait. Honte d'être sortie de là avec rien. Sauf toi. Toi, tu étais tout. Marc détourna le regard, fixant le parquet ciré. Les émotions se succédaient sur son visage, la colère, la confusion, une douleur naissante. Puis, lentement, quelque chose d'autre émergea. Une prise de conscience amère, qui le fit pâlir. Ses propres mots lui revinrent en mémoire, crus, blessants. Tu ne serais pas à l'aise. Avec ton passé. Tu as l'air d'une clocharde. Il avait eu honte d'elle. Honte de la femme qui avait tout sacrifié, y compris sa liberté, et qui avait porté ce fardeau seul pour lui. Le vol, c'était faux, demanda-t-il, d'une voix plus petite. Complètement faux, confirma Lucas, d'un ton qui n'admettait aucun doute. Organisé par mon père et ton patron de l'époque, un certain Renard. Pour se débarrasser d'elle. Une manœuvre infâme. Le nom était craché avec un mépris glacial. Marc ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient brillants d'une humidité qu'il refusait de laisser couler. Il regarda sa mère, vraiment la regarda, peut-être pour la première fois depuis qu'il était adulte. Il vit la robe élégante, achetée avec ses dernières économies. Il vit la fatigue éternelle sous le maquillage léger. Il vit la dignité fragile dans sa posture droite. Et il vit, enfin, l'immense sacrifice qui se cachait derrière chaque ride, chaque regard prudent. Un sanglot lui échappa, étouffé. « Maman ?» Le mot n'était plus une accusation, mais un cri étouffé de remords. Sophie tendit la main vers lui, un geste instinctif. Mais c'est Marc qui fit le pas. Il traversa la distance qui les séparait et se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. Son corps de jeune homme fort fut secoué de sanglots silencieux, violents. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je ne savais rien. » Sophie l'enlaça, serrant contre elle son fils, son enfant. Ses propres larmes coulaient librement maintenant, chaudes et libératrices. Elle le berça doucement, murmurant des mots sans suite. « Chut, mon garçon, ce n'est pas ta faute? Ce n'est pas ta faute ?» Lucas les observait, immobile, le visage dévasté par l'émotion. Il voyait le fils qu'il n'avait pas connu grandir dans les bras de la femme qu'on lui avait volée. Un regret si aigu le transperça qu'il dut s'appuyer contre la table. Il avait manqué tout cela. Les premiers pas, les mots, les nuits de fièvre, la fierté des bonnes notes. Il avait manqué d'être un père. Et il avait laissé Sophie porter ce poids, seule. Quand les sanglots de Marc se calmèrent, il se détacha doucement de sa mère, les yeux rougis. Il essuya son visage avec manche, un geste d'enfant. Puis il se tourna vers Lucas. Son regard n'était plus hostile. Il était grave, interrogateur. « Et maintenant ?» demanda-t-il simplement. Lucas respira profondément. « Maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. » Son ton avait changé. La douleur était toujours là, mais recouverte d'une détermination d'acier, d'une autorité qui n'était plus froide, mais juste. « Je vais régler cela. Avec mon père.
avec la justice, si nécessaire. Cette histoire de vol, cette condamnation, elle sera révisée. Effacée. Sophie sera lavée de ses accusations. Publiquement. Sophie le regarda, incrédule. Lucas, c'est impossible. C'était il y a si longtemps. Rien n'est impossible, l'interrompit-il, et il y avait dans ses yeux une lueur qui rappelait le jeune homme déterminé qu'il avait été. J'ai les ressources. J'ai les avocats. Et j'ai maintenant la vérité. Renard parlera, s'il veut éviter des ennuis bien pires. Et mon père. Sa mâchoire se contracta. Mon père rendra des comptes. Il s'approcha d'eux. Il hésita un instant, puis tendit la main vers Marc, non pour une poignée de main, mais pour poser une main sur son épaule. Un contact hésitant, lourd de signification. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Je ne te demande pas de m'appeler père. Mais laisse-moi essayer de réparer. Un peu. Pour toi. Et pour elle. Marc baissa les yeux sur la main sur son épaule, puis leva les yeux vers Lucas. Il ne rejeta pas le contact. Il hocha lentement la tête, trop submergé pour parler. Lucas se tourna alors vers Sophie. Son regard se fit infiniment tendre, débordant d'une douleur et d'un amour que les années n'avaient pas réussi à étouffer complètement. Et toi, Sophie? Je ne peux même pas commencer à te dire. Sa voix se brisa. Il prit sa main, la serrant entre les siennes, ses mains d'homme d'affaires qui tremblaient légèrement. Donne-moi une chance. Donne-nous une chance. De connaître notre fils. De voir ce qu'il reste de nous. Sophie le regarda, sentant la chaleur de sa main, voyant les larmes qu'il retenait dans ses yeux gris. La jeune fille amoureuse en elle aurait sauté de joie. La femme brisée par l'épreuve avait peur. Mais une troisième femme, celle qui venait de se tenir droite devant une foule et de dire la vérité à son fils, cette femme-là sentit une minuscule graine d'espoir germer dans la friche de son cœur. Elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non. Elle serra simplement sa main en retour. C'était un commencement. La porte de la salle s'entr'ouvrit à nouveau. Clara apparut, l'air anxieux. « Marc ? Tout le monde vous cherche. » Oh. Elle s'arrêta, voyant la scène, Marc, les yeux rouges, Sophie et Lucas se tenant la main. « Je suis désolé de déranger. » Marc se ressaisit. Il alla vers elle, lui prit la main. « Clara, viens. Il y a des choses que tu dois savoir. » Il la regarda, puis regarda sa mère et Lucas. Des choses que tout le monde doit savoir. Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour dans le hall principal, où la réception battait encore son plein. Lucas marchait devant, son autorité naturelle écartant les groupes. Il monta sur la petite estrade où se trouvait le micro laissé après les discours. Il l'attrapa et tapota dessus. « Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre attention un instant ?» Le bourdonnement des conversations s'éteignit progressivement. Tous les regards se tournèrent vers l'homme riche et respecté, le généreux sponsor. On s'attendait à un toast, à des remerciements conventionnels. Lucas chercha Sophie du regard. Elle était en bas de l'estrade, à côté de Marc qui tenait fermement la main de Clara. Sophie lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Lucas se redressa, et sa voix, amplifiée, remplit la salle. Ce jour était censé célébrer l'avenir. Mais parfois, pour honorer l'avenir, il faut redresser le passé. Il fit une pause, son regard grave parcourant l'assistance. Il y a 20 ans, une grave injustice a été commise. Une jeune femme, Sophie Lefebvre, a été accusée à tort d'un crime qu'elle n'a pas commis. Condamnée. Emprisonnée. Son nom a été sali, sa vie brisée. Cette injustice a été orchestrée par des personnes puissantes, dont mon propre père, pour servir leurs intérêts et briser un amour qui les dérangeait. Un murmure stupéfait parcourut la foule. Des regards incrédules se portèrent sur Sophie. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Et je viens devant vous pour dire ceci, cette injustice prend fin maintenant. Sa voix était claire, forte, sans appel. Je m'engage personnellement à ce que le nom de Sophie soit lavé de tout soupçon. La vérité sera rétablie, officiellement et publiquement. Et ceux qui sont responsables rendront des comptes. Il marqua une nouvelle pause, laissant ses mots faire leur effet. Puis son regard se fit plus personnel, se posant sur Marc et Sophie. Cette femme est la mère de l'un de vos brillants diplômés, Marc Durand.
Elle a traversé l'enfer pour qu'il puisse être là aujourd'hui. Elle est la personne la plus courageuse que je connaisse. Et cet homme, il désigna Marc, est mon fils. Un fils que l'on m'a caché pendant 20 ans. Cette fois, le silence fut total, sidéré. Puis des chuchotements excités éclatèrent. Clara, à côté de Marc, serra fort sa main, son visage exprimant le choc et la compassion. Lucas descendit de l'estrade. Il ne regarda personne d'autre. Il alla droit vers Sophie et Marc. Et là, devant toute l'élite de l'université, devant les regards médusés, il ouvrit les bras et les enlaça tous les deux, les serrant contre lui dans une étreinte puissante et protectrice. Un père, une mère, un fils, réunis dans un cercle de larmes et de vérité enfin dévoilées. Les applaudissements commencèrent alors. Timides d'abord, puis de plus en plus nourris. Ce n'était pas la joie pure du début de soirée, c'était quelque chose de plus profond, de plus respectueux. La reconnaissance d'un courage, d'une vérité qui triomphe, même tardive. Des larmes brillaient sur beaucoup de visages. Clara applaudissait en souriant à travers ses propres larmes. Quelques jours plus tard, Sophie rangeait son uniforme bleu au fond de l'armoire. Elle ne l'avait pas encore jeté. C'était une part de son histoire. Lucas avait tenu parole. Ses avocats s'étaient mis au travail avec une efficacité redoutable. L'affaire du vol était rouverte. Monsieur Renard, le patron du café, avait rapidement accepté de coopérer contre une immunité partielle, craignant davantage la puissance de Lucas que la justice. Il avait tout confirmé, les menaces du père de Lucas, l'argent versé, la mise en scène du vol. Le père de Lucas, convoqué dans le bureau somptueux de son fils, avait dû faire face à la colère froide et déterminée de l'homme qu'il avait voulu modeler. Les détails de cette confrontation, Lucas les garda pour lui, mais il en ressortit changé, plus dur, plus résolu. Des procédures judiciaires étaient envisagées. La réputation de la vieille famille Morel était sur le point de prendre un sérieux coup. Lucas s'en fichait. Il avait trouvé quelque chose de plus important. Marc passait désormais ses soirées entre l'appartement de sa mère et le bureau de Lucas. Les conversations étaient maladroites au début, pleines de silence et de questions trop lourdes. Mais ils apprenaient. Marc posait des questions sur l'entreprise, Lucas écoutait avec un intérêt réel les projets de son fils. Une relation fragile, méfiante mais réelle, se tissait. Un soir, Sophie préparait le dîner dans sa petite cuisine. Elle faisait sauter des légumes, une tâche simple et réconfortante. La radio jouait doucement. Marc était au téléphone avec Clara dans le salon. Par la fenêtre ouverte, elle voyait les lumières de la ville s'allumer une à une. La sonnette retentit. Elle alla ouvrir. Lucas était sur le palier. Il n'avait pas de costume aujourd'hui, juste un pantalon sombre et une chemise aux manches relevées. Il tenait une bouteille de vin et un bouquet de fleurs des champs, simple, pas du tout le genre de fleurs chères qu'il aurait dû offrir. « Je passais dans le quartier, dit-il, un peu gauche. J'ai pensé que, peut-être. » Sophie le regarda, puis le bouquet, puis son visage où la fatigue des derniers jours se lisait, mais aussi une sorte de paix nouvelle. Elle sentit un sourire monter à ses lèvres, un vrai sourire, sans amertume. « Entre, dit-elle simplement. On va mettre un couvert de plus. » Il entra. Il posa la bouteille sur la table et chercha un vase pour les fleurs. Sophie retourna à ses casseroles. Marc apparut à la porte de la cuisine, voyant Lucas remplir d'eau un vieux pot en terre cuite. « Tu restes dîner ?» demanda Marc, sa voix neutre mais sans hostilité. « Si ta mère veut bien de moi, » répondit Lucas, regardant Sophie. Elle hocha la tête, tournant le dos pour cacher l'émotion qui lui nouait la gorge. « Bien sûr. » « Mets la table, Marc. » Ils dînèrent à trois autour de la petite table de la cuisine. La conversation était hésitante, faite de nouvelles du jour, de projets pour la révision du procès, du temps qu'il ferait le lendemain. Rien d'extraordinaire. Rien de définitif. Mais à un moment, alors que Lucas lui tendait le plat de pâtes, leurs mains se frôlèrent. Un contact bref, électrique. Sophie leva les yeux et rencontra son regard. Il n'y avait pas de promesse d'un avenir rose dans ses yeux gris, seulement la reconnaissance d'une douleur partagée et la détermination lente de bâtir quelque chose, jour après jour, à partir des ruines. Plus tard, après le départ de Lucas, Sophie fit la vaisselle. Marc vint l'aider, essuyant les assiettes en silence. Puis il dit, sans la regarder, il a l'air sincère. « Oui, répondit Sophie.
Elle posa une assiette humide sur l'égouttoir. Mais c'est un commencement. Pas une fin. Marc hocha la tête. Il rangea l'assiette dans le placard. Je vais chez Clara. Je rentre pas trop tard. D'accord. Fais attention. Il partit. L'appartement retomba dans le silence, mais ce n'était plus le silence lourd et désespéré d'avant. C'était un silence qui respirait, peuplé des échos d'une conversation, du parfum des fleurs des champs sur la table, du souvenir d'un repas partagé. Sophie s'assit dans son fauteuil, prenant le livre que M. Lambert lui avait prêté. Elle tourna une page. Dehors, une voiture passa. La vie continuait. Différemment. Avec des cicatrices, avec des questions, avec une prudence nécessaire. Mais elle continuait. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Sophie sentit qu'elle n'y faisait plus seulement face. Elle y participait. L'histoire est terminée. Mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Toutes mes questions vous attendent dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Choisissez celle qui vous inspire et écrivez ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.